15 000 ans après la fondation de la première colonie spatiale, planète Kepler 452b, 1400 années-lumière de notre bonne vieille Terre. Bonjour étudiants de première année, nous sommes heureux de vous accueillir à l'Université intergalactique. L'espace infini est désormais notre maison, à nous les humains. Mais il y a des milliers d'années, nous vivions sur une seule planète que nous appelons désormais Vieille Terre. Je comprends, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, c'est une immense réserve naturelle. Des mammouths et des stégosaures peuplent sa surface et des ptérodactyles volent dans le ciel. Il s'est avéré plus facile de recréer les animaux qui la parcouraient il y a des millions d'années que de comprendre comment vivaient nos ancêtres. Le grand cataclysme leur a fait abandonner précipitamment la planète, laissant derrière eux une grande partie de son héritage. Et maintenant, nous l'étudions à nouveau. Mais nos fouilles soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Gratte-ciel, autoroutes, centres commerciaux, cafés, tout est enfoui sous le sable et la terre. La rouille a rongé le métal et le temps transforme lentement le béton en poussière. Même le barrage Hoover et celui des Trois Gorges en Chine se sont effondrés. Les structures colossales se sont transformées en tas de pierres. Les plantes ont envahi les bâtiments restants qui se sont transformés en habitat idéal pour des millions de créatures. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Les visages sculptés dans le mont Rushmore sont toujours visibles. La montagne est en granit et cette roche est l'une des plus dures de la vieille Terre. Depuis plus de 15 000 ans, les visages des présidents américains ne se sont effacés que de 5,1 cm. Le monument restera debout pendant des millions d'années. Et la dernière expédition dans le désert du Sahara a réussi à extraire la grande pyramide de Gizeh du sable. Maintenant, n'importe quel touriste peut acheter un billet et admirer cette merveille, que même les terriens considéraient comme très ancienne. Étonnamment, les ruines et les murs effrités des châteaux médiévaux d'Europe ont survécu. Ils sont construits en pierre massive et sans armature métallique, qui se dilatent et détruisent la pierre en rouillant. Nos ancêtres ont laissé derrière eux une énorme quantité de déchets. Des bouteilles vides, des emballages en plastique, des papiers, tout cela aide les scientifiques à recréer les habitudes de consommation des gens du passé. Grâce à cela, nous savons avec certitude que dans les années 2000, près de 8 milliards de personnes mangeaient principalement des chips, des barres chocolatées et des pizzas. Et ils buvaient rarement de l'eau. En revanche, ils adoraient le café. 60% des terriens vivaient sur Internet pendant 7 heures par jour. 2 milliards de sites web fonctionnaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au début, les informations étaient stockées sur des disques durs, des lecteurs flash et des disques compacts. Mais ce type de stockage est devenu obsolète au bout de quelques années. Le cloud a pris leur place. Il s'agissait d'un stockage en ligne avec des serveurs connectés au réseau mondial. Ils ont enregistré toute la vie de la civilisation terrestre et ont été stockés dans des centres de données. Dans l'espace, l'Internet de la Terre ne fonctionnait pas bien. Apparemment, les énormes distances et le manque de connaissances techniques en auront été les principaux freins. Imagine qu'un habitant de Pluton veuille connaître la différence entre les pizzas margarita et calzone. Il clique sur le lien et attend quelques heures pour qu'il s'ouvre. Si la pâte est déjà dans le four, pas de chance. Chaque colonie a organisé son propre système Internet en envoyant des satellites en orbite autour de sa propre planète. Il a fallu du temps pour connecter des milliers de colonies dans la toile intergalactique que nous connaissons maintenant sous le nom d'Uninet. Lorsque le cataclysme a frappé, les gens ont dû s'échapper, abandonnant leur planète à son sort. L'électricité a été coupée. Personne n'a entretenu les serveurs, ni les centres de données, et beaucoup d'informations sur leur civilisation ont été perdues. Nous avons excavé des kilomètres de profondeur dans la Terre et trouvé de nombreux artefacts intéressants. Chers étudiants, je vous invite à observer cette chose étonnante. Les terriens l'appelaient appareil photo. Les gens prenaient des photos de leur nourriture, de leurs jogging matinaux et de leurs nouvelles chaussures avec. Mais ce que nos scientifiques n'ont pas compris, c'est que les peuples anciens communiquaient aussi avec cet appareil. L'un des principaux mystères du passé sont ces plats de différentes tailles. Les archéologues en trouvent dans presque toutes les maisons. Ils portent des noms. Fido, Médor, Sultan, Poupette. Nous savons que ce sont les objets dans lesquels les chiens et les chats se nourrissaient, mais nous ne savons pas pourquoi les gens choyaient autant ces animaux. Par exemple, les archéologues ont récemment déterré un salon de beauté pour caniches à San Francisco. J'aime aussi mon dragon des jungles de Gliese 832C. Mais je ne coupe pas sa fourrure et ne manucure pas ses griffes. Et voici mon artefact préféré, un livre. Il n'y a rien de plus précieux dans l'univers. Il n'y en a qu'un seul exemplaire dans toute ma collection d'antiquités. C'est une anthologie de recettes de cuisine. Je l'ai payé une fortune. Les ruines des musées sont des trésors pour les archéologues et toute la nouvelle humanité. Ces bâtiments se sont effondrés il y a longtemps et ressemblent maintenant à des ruines ordinaires, envahies par les herbes. Les musées sont comme des perles dans l'océan. Elles reposent au fond et attendent d'être extraites de leurs coquilles, et parfois, les archéologues y parviennent. Les livres, les tableaux, les documents et les vêtements sont pour la plupart tombés en poussière.
Mais nous pouvons apprécier les statues qui ont été sculptées dans le marbre par les maîtres de la Grèce et de la Rome antique. Sur les murs des grottes du monde entier, il y a des dessins d'animaux et des empreintes de mains des premiers humains. Ils ne savaient pas lire, conduire une voiture ou piloter un vaisseau spatial. Mais leurs peintures ont survécu. C'est incroyable. Au fil des milliers d'années, le temps a rongé d'énormes barrages, des villes avec des gratte-ciels et des ponts. Mais la pomme d'un ancien humain orne encore la paroi froide et rugueuse d'une grotte. L'archéologie spatiale devient de plus en plus populaire. Des milliers de tonnes de débris spatiaux volent autour de la vieille Terre. L'expérience ultime est la visite de la sonde Voyager 1. Les terriens l'ont envoyée dans l'espace au tout début de leur développement. Je vois vos sourires condescendants. Aujourd'hui, un tel appareil peut être assemblé par n'importe quel étudiant de première année à partir de pièces détachées dans le garage de ses parents. Mes chers étudiants, ne nous moquons pas de nos ancêtres. Ils ont fait de leur mieux. Voyager 1 n'est pas un simple satellite. On peut le comparer à une bouteille jetée à la mer. Et la mer cosmique est des millions de fois plus grande que l'océan Pacifique de la vieille Terre. Les ingénieurs du passé ont laissé une capsule temporelle avec un message dans la sonde. Elle contient des photos de personnes et de la nature de la planète, ainsi que des informations scientifiques sur la Terre. Les 90 minutes de musique enregistrées sont particulièrement intéressantes. C'est un véritable cadeau de nos ancêtres pour nous, pour le peuple de l'espace. Les signaux radio que l'humanité a envoyés dans l'espace ont également survécu. Nous les avons suivis à la trace. Les émissions radio, les conversations téléphoniques, les clips musicaux continuent leur voyage dans l'espace. Des millions d'années plus tard, ils s'affaibliront et ne laisseront derrière eux qu'un écho électromagnétique. En 2020, il y avait 1,4 milliard de voitures sur la vieille Terre. Incroyable, mais elles se déplaçaient grâce à des pneus en caoutchouc sur des routes d'asphalte, pas dans les airs. Lorsque les humains se sont envolés dans l'espace, ils ont laissé leurs véhicules sur la planète. En quelques centaines d'années, les voitures ont complètement disparu et se sont transformées en tas de métal, de plastique et de caoutchouc. L'un d'entre eux qui a survécu pendant des millénaires est le Lunar Roving Vehicle. Il n'y a pas d'air, pas d'eau et pas de séisme sur la Lune. Tout ce qui arrive ici est en quelque sorte figé dans le temps. Et c'est ce qui est arrivé au rover. Les archéologues ont trouvé beaucoup d'autres engins spatiaux entiers et écrasés sur la Lune. Ces appareils sont des artefacts inestimables dans le musée des technologies primitives de la Terre. Dans l'archipel de Svalbard, dans l'océan Arctique, les scientifiques ont enfin mis au jour la réserve mondiale de semences. Les terriens l'ont construite en 2008, c'est devenu une véritable attraction. L'énorme silo contenait 4,5 millions d'échantillons de 500 graines chacun. Des milliards de graines ont permis d'assurer l'agriculture des colonies. Grâce à elles, vous pouvez maintenant manger du popcorn et des hamburgers avec de vrais petits pains. Pendant des milliers d'années, les graines ont été conservées sans attention humaine. Ce n'est pas un miracle, mais un calcul scientifique précis. La réserve est construite sous terre à une profondeur de 120 mètres. Il n'y a pas de tremblement de terre ou d'inondation à cet endroit, et le permafrost a fourni la température optimale pour que les graines survivent. La plupart des métaux sont extraits d'un minerai. Ces minerais ne contiennent pas de métaux purs, mais seulement leurs composés chimiques. Pour obtenir du fer pur, le minerai doit d'abord être fondu. Mais il y a un problème. Les métaux provenant du minerai s'oxydent au contact de l'eau ou de l'oxygène. En termes simples, ils rouillent. C'est ainsi que le métal retourne à son état naturel de minerai. C'est pourquoi les clous, les clôtures métalliques, les ponts et les maisons rouillent et s'effondrent. Mais cela n'arrive pas avec l'or, l'argent et le platine. Les objets fabriqués à partir de ces métaux sont éternels et ne perdront jamais leur forme. À condition bien sûr que tu ne te mettes pas à frapper les bagues et les pendentifs avec un marteau. Lors de fouilles, les archéologues ont trouvé des milliers d'articles de bijouterie. Les terriens aimaient les porter sur leur corps. Couronnes, colliers luxueux, alliances. Tous ces bijoux sont maintenant de l'histoire, conservés dans des musées galactiques. Sommes-nous seuls dans notre galaxie ? Tiens, on entend les grillons. Oui, nous sommes plutôt isolés par ici. Mais d'autres civilisations se cachent-elles quelque part dans les profondeurs de la Voie lactée ? Pourrait-elle être mal intentionnée et représenter une menace pour nous ? Comme si nous n'avions pas déjà suffisamment de problèmes. Bien, amusons-nous un peu avec cette idée. Des théoriciens ont étudié l'histoire humaine et certains de nos comportements passés les uns envers les autres. Et tout cela n'est pas très rose, bien sûr. Puis, ils ont supposé que nos voisins galactiques étaient tout aussi paisibles que nous. Et ils ont calculé la probabilité qu'on nous envahisse un jour depuis une autre nébuleuse à partir de ces données. Ils ont déterminé que 4 civilisations pourraient nous vouloir du mal. Elles pourraient par exemple chercher à dominer la galaxie. Ou simplement être désireuses de faire une joyeuse partie de domino. Il se pourrait qu'elles soient très avancées sur le plan technologique ou qu'elles viennent tout juste d'inventer de diaboliques consoles de jeux.
Pour comprendre dans quelle mesure ces cultures pourraient être développées et à quoi nous devrions nous attendre, il existe un moyen de définir leur niveau de menace. Grâce à une méthode appelée l'échelle de Kardashev, on peut analyser le niveau de développement de nos hypothétiques voisins. Avec 3 niveaux différents, elle examine la quantité d'énergie qu'une civilisation pourrait tirer de son étoile, ce qui nous donnerait une idée de son degré d'avancement. Mais cela ne peut inclure que celles qui maîtrisent la communication interstellaire. Toutes celles qui sont encore à se servir de pigeons voyageurs de l'espace sont donc bien sûr exclues. Le modèle de civilisation numéro 1 a appris à exploiter l'énergie du Soleil, mais seulement celle que ses habitants reçoivent sur leur propre planète. On peut penser aux panneaux solaires par exemple. Le modèle 2 est capable d'utiliser cette énergie de manière directe, à l'aide, mettons, d'une sphère de Dyson. Cette dernière permet d'exploiter toute l'énergie disponible car elle est construite intégralement autour de l'étoile. Enfin, dans le modèle numéro 3, la civilisation sait utiliser tout ce que la galaxie peut lui fournir. Elle exploite non seulement l'énergie des étoiles, mais aussi celle des trous noirs, y compris le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée. Ces différents niveaux sont importants pour évaluer dans quelle mesure ces civilisations pourraient être avancées. On estime que la Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années. Les humains modernes n'existent que depuis 200 000 ans. Et nous n'en sommes encore qu'au modèle numéro 1. Il est effrayant d'imaginer tout le temps que nos voisins ont pu avoir pour se développer. Nous serions un peu des retardataires en comparaison. Si la Terre a tant de retard, c'est qu'elle est située à la périphérie de la galaxie. Les mathématiciens supposent que les systèmes stellaires plus proches du centre ont eu plus de temps pour progresser. En gardant cela à l'esprit, peut-on savoir si d'autres êtres intelligents sont présents et répandus dans la galaxie? En pensant tout ce à quoi la Terre a survécu, c'est un miracle que nous ayons une planète comme la nôtre. Et tout cela nous paraît unique, mais l'est-ce vraiment? Il y a 100 000 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a jusqu'à 200 milliards de planètes, dont environ 300 000 exoplanètes capables d'habiter le type de vie que nous connaissons. Parmi ces planètes habitables, est-il possible de savoir lesquelles pourraient abriter des êtres désireux de nous envoyer un email? On ne va pas s'amuser à compter les individus, bien sûr. L'équation de Drake peut nous donner une estimation approximative si nous calculons la moyenne de quelques facteurs clés. Elle commence par déterminer combien de planètes abritant la vie seraient suffisamment intelligentes pour communiquer. Les chiffres sont énormes, si l'on considère le nombre d'étoiles et de planètes qui les entourent. Et à partir de là, nous réduisons encore ce nombre en ne considérant que celles qui se trouvent dans la zone habitable de leur système solaire. On appelle cette zone la zone boucle d'or, car elle n'est ni trop éloignée de l'étoile, ni trop proche d'elle. Elle se trouve juste où il faut. Nous réduisons ensuite encore plus les chiffres en calculant lesquelles de ces planètes habitables sont théoriquement capables d'accueillir la vie. Et à partir de tout cela, l'équation nous donne une estimation du nombre d'êtres suffisamment intelligents pour communiquer. Les paramètres sont compliqués et l'équation n'est pas facile à expliquer. Mais d'après ces calculs, il pourrait y avoir jusqu'à 100 millions de planètes abritant des civilisations intelligentes. Mais tout comme chez nous, il est très probable que ces civilisations connaissent de grandes difficultés. Il faut ajouter le facteur événement catastrophique à l'équation, les impacts d'astéroïdes, les éruptions solaires, les supervolcans et les supernovas. Et puis il y a aussi l'éventualité de l'autodestruction par la technologie, la domination de l'intelligence artificielle et les nanotechnologies, ou encore les désastres écologiques, l'épuisement des ressources naturelles, ou la stupidité tout simplement. Si nous mettons tous ces éléments dans l'équation, il nous reste environ 15 000 civilisations. Mais que pourraient bien-elles vouloir aux humains? Nous avons une abondance de matériaux qui pourraient leur être très utiles. Prêts à être récoltés, faciles à obtenir. En plus de la grande quantité d'eau qu'elle pourrait aspirer, l'hydrogène étant un élément indispensable au combustible des fusées. Pourtant, ces choses ne sont pas vraiment rares dans la galaxie, et elles pourraient être obtenues plus facilement dans d'autres systèmes solaires ou sur des astéroïdes moins éloignés. Notre technologie, toutefois, pourrait les intriguer. Toute la palette des innovations réalisées d'un continent à l'autre nous a ouvert des voies technologiques extrêmement variées et prometteuses. Il est possible que ces autres civilisations aient suivi des chemins complètement différents et n'aient pas fait autant de découvertes aussi capitales. Pense au karaoké, par exemple. Même chose en ce qui concerne les sciences appliquées, et leurs sciences en seraient grandement affectées. Du coup, la nôtre leur apporterait de précieuses solutions. Ensuite, il y a cette chose parmi les plus rares dans la galaxie, le fait que la Terre puisse accueillir la vie.
Un voyageur intergalactique y verrait une aubaine. Il n'y aurait pas à adapter la planète afin de la rendre hospitalière. Alors pourquoi ne pas simplement la prendre ? Ce confortable avant-poste ferait une charmante petite destination de vacances ou prendre du repos entre deux conquêtes. Heureusement, il est peu probable qu'ils aient envie de nous manger, ou qu'ils aient d'appétit pour quoi que ce soit sur Terre. Il leur faudrait posséder un système biochimique similaire pour cela, avec des enzymes capables de traiter les molécules qui nous composent. Ouf ! Mais il reste très probable qu'ils souhaitent éliminer toute concurrence. La plus grande menace pour eux, c'est tout ce qui pourrait constituer un défi à leur domination. Mais n'aie pas trop peur. Tout cela n'est fondé que sur le comportement humain. Il est très possible que ces êtres ne ressentent pas nos émotions les plus communes. Par exemple, leur capacité à se mettre en colère pourrait être limitée. Ils pourraient même très bien avoir évolué sans elle. Ils pourraient venir d'un monde très différent du nôtre, plus paisible, et ce serait le terrien, alors le méchant de l'histoire. Mais ils pourraient également manquer d'empathie et des autres traits positifs qui nous caractérisent. Espérons qu'il n'ait que nos traits positifs. Par chance, il est impossible de ne pas prendre en compte le facteur distance. La galaxie est immense et il faut beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre, même jusqu'au plus proche système solaire voisin. L'objet le plus rapide que nous avons envoyé dans l'espace est la sonde Galileo, qui voyage jusqu'à 170 000 km/h. Même à cette vitesse, il nous faudrait 72 000 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri. Avec une sonde guidée par laser pouvant atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière, il faudrait une vingtaine d'années pour faire le voyage. La Voie lactée fait plus de 105 700 années-lumière de diamètre. Si une civilisation était capable de voyager à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des centaines de milliers d'années pour aller d'un bout à l'autre. Avec toute la distance qui sépare ce petit nombre de civilisations calculées, la seule possibilité de contact serait le développement très avancé de technologies de transport interstellaire. Mais pour effectuer un voyage aussi long, plus la masse à accélérer est importante, plus il faut d'énergie. Il est donc peu probable que des objets très grands soient envoyés. Ils pourraient cependant voyager jusqu'ici très rapidement dans une petite navette capable de transgresser les lois de la vitesse cosmique. Et peut-être sont-ils déjà ici, à nous observer ou à regarder Netflix. Mais selon les calculs des scientifiques, seules 2 des 15 civilisations mentionnées seraient capables d'atteindre un niveau de développement supérieur et suffisant. Cela signifie qu'il y a 0,01% de chances que des civilisations mal intentionnées nous rendent visite bientôt. S'ils savent que nous existons, et s'ils veulent entrer en contact avec nous, il leur faudra probablement des milliers, voire des millions d'années pour y arriver. Nous pouvons donc nous détendre encore un moment, par exemple en regardant Sympa. Savais-tu que les humains sont des créatures de l'espace ? Tu es né dans l'espace. Et oui, même moi, je suis né dans l'espace. Nous sommes tous nés dans l'espace. Mais pour que nous autres humains soyons ici sur Terre, il a fallu réunir tant de conditions qu'il était hautement improbable que nous puissions un jour exister. Mais pourtant, nous existons. Tout d'abord, et comme toutes les autres créatures de l'espace qui existent peut-être, il fallait que nous fassions notre apparition sur une planète en orbite autour d'une étoile jaune, pas une étoile rouge ni une étoile bleue. Pas une étoile bleue car elle se consume trop rapidement, en quelques millions d'années, et l'évolution n'aurait pas suffisamment de temps pour opérer et produire des êtres intelligents. Les étoiles bleues ont aussi une fâcheuse tendance à grossir et à devenir rouges, quand elles s'effondrent et explosent. Il est donc très improbable qu'une civilisation puisse se développer autour d'une étoile bleue. Le voisinage des étoiles rouges, qui sont de loin les étoiles les plus nombreuses, ne présente pas non plus les conditions idéales au développement d'une civilisation intelligente. Une étoile rouge est si froide et si peu brillante qu'il faudrait que la planète candidate se trouve sur une orbite extrêmement rapprochée, ce qui l'exposerait malheureusement à des rayons X d'une intensité fatale. Donc, bien que les étoiles rouges soient les plus nombreuses et qu'un grand nombre de planètes gravitent autour d'elles, elles ne sont absolument pas susceptibles d'accueillir une forme de vie intelligente et civilisée comme la nôtre. Il reste donc les étoiles jaunes, soit environ 10% de la totalité des étoiles. Cependant, une condition capitale doit être remplie avant qu'on puisse même envisager la possibilité d'un tel développement. Il faut encore que l'astre soit une étoile de 3e génération. Seules les étoiles de 3e génération contiennent une diversité chimique suffisante pour assurer la survie des formes de vie avancées.
Chaque fois qu'une étoile explose, des éléments lourds et complexes sont générés. L'explosion expulse ces éléments qui trouvent leur chemin vers une nébuleuse. La gravité au sein de la nébuleuse forme ensuite progressivement la prochaine génération d'étoiles, et ainsi de suite. Notre corps a besoin de calcium pour son squelette et ses dents. Notre cerveau a besoin de zinc pour que les signaux électrochimiques qui nous font bouger, sentir et penser soient créés. Notre sang a besoin de fer. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, nos corps avaient donc besoin d'une étoile jaune de 3e génération pour exister. Étonnamment, tous les différents éléments de l'univers, la totalité des 94 éléments naturels, de l'hydrogène au plutonium, se trouvent sur Terre. C'est peut-être pour cela que nous sommes là. Et nous pouvons remercier notre Soleil, cette naine jaune de 3e génération. Pourquoi jaune ? Parce que les étoiles jaunes brûlent de façon très régulière, par fusion nucléaire, sans que leur luminosité ne change de façon significative sur des milliards d'années. Si notre Soleil devenait seulement 6% plus brillant ou moins brillant, la Terre deviendrait trop chaude ou trop froide et la civilisation disparaîtrait. Heureusement, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. La zone habitable est l'endroit où l'eau liquide peut exister sur une planète. Mais cela nous amène à la 2e condition nécessaire pour que la vie intelligente puisse voir le jour dans l'espace. La planète elle-même. Des études récentes, menées grâce au télescope Kepler, ont montré qu'un quart de toutes les étoiles naines jaunes pourraient abriter des planètes semblables à la Terre dans leur zone habitable. Ce chiffre est quelque peu discutable. Et il est possible qu'il se réduise en réalité à une seule naine jaune sur 33. Mais cela fait quand même beaucoup de planètes en orbite dans la zone habitable d'étoiles jaunes. Penchons-nous donc à présent sur la 2e condition essentielle au développement d'une forme de vie intelligente dans l'espace. La nature de la planète elle-même. La planète candidate devra posséder un très grand nombre de caractéristiques très particulières et extrêmement rares. Il faut de surcroît que ces caractéristiques soient toutes réunies. La plus importante, c'est que la planète doit être protégée de l'étoile même autour de laquelle elle gravite et qui lui donne la vie. Comme les étoiles brûlent par fusion nucléaire, les gaz de l'enveloppe extérieure du Soleil, appelés couronnes, sont projetés dans l'espace sous la forme de ce qu'on appelle le vent solaire. Les satellites américains mesurent en permanence la force du vent solaire, qui est principalement composé de noyaux d'hydrogène électrifiés, ionisés, et de noyaux atomiques provenant des nombreux autres éléments présents dans le Soleil. Ce n'est pas que l'atmosphère qui protège la Terre, c'est la magnétosphère qui arrête ou dévie le dangereux vent solaire, provoquant des aurores lorsque le vent solaire est attiré par les pôles magnétiques de la planète et électrifie l'air de la haute atmosphère comme une ampoule fluorescente. Sans magnétosphère, toute planète, même celle qui se trouve dans les zones habitables, serait grillée par une pluie constante de noyaux d'hydrogène ionisés provenant de son étoile. Une planète abritant la vie doit avoir une magnétosphère suffisamment forte pour dévier le vent solaire. Toutes les planètes de notre système solaire ne possèdent pas une magnétosphère. Les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont des magnétosphères, mais les planètes gazeuses ne peuvent pas abriter de civilisation. Parmi les mondes solides, seuls la Terre et Mercure ont des magnétosphères, mais Mercure est trop proche du Soleil pour être protégé contre le vent solaire. La Terre possède un autre bouclier qui la protège du Soleil, c'est son atmosphère. L'atmosphère a une épaisseur d'environ 483 km, mais elle est en grande partie concentrée dans un rayon de 16 km autour de la surface de la Terre. L'atmosphère protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets, UV et des rayons X du Soleil. Son gaz, l'ozone, qui est constitué de 3 atomes d'oxygène liés en une grande molécule présente dans la haute atmosphère, empêche la plupart des rayons UV du Soleil d'atteindre la surface. La planète Mars, dont l'atmosphère est 1000 fois plus rare que celle de la Terre, n'a pas d'ozone, et les émissions d'ultraviolets du Soleil ont totalement irradié sa surface. Une planète doit être capable de stopper le rayonnement UV de son étoile. La composition spécifique de l'atmosphère est donc essentielle pour qu'une planète puisse abriter une civilisation intelligente. Nous sommes chanceux, mais il s'agit d'un mélange rare et fragile. La planète doit posséder, au moins en partie, une surface solide sur laquelle on peut marcher et travailler. Elle doit avoir une croûte. Des civilisations sous-marines ou qui flotteraient dans l'atmosphère de leur planète relèvent absolument de la science-fiction. La croûte d'une planète doit avoir des plaques tectoniques qui bougent. Le mouvement des plaques tectoniques crée la subduction de la croûte. La subduction, c'est quand une plaque tectonique glisse au-dessous d'une autre.
apportant un renouvellement de matière à la surface. Ce renouvellement des propriétés chimiques de la planète empêche ce qu'on appelle l'équilibre chimique dans lequel plus rien n'est réactif. Les tremblements de terre et les volcans contribuent également au processus de renouvellement géochimique. Mais oui, les tremblements de terre et les volcans sont bénéfiques. La subduction des plaques tectoniques est donc une autre condition indispensable à la vie. Mars n'a pas d'activité tectonique, Vénus et Mercure non plus. Mercure est une seule grande plaque tectonique, mais il n'y a pas d'activité en cours, à part un léger rétrécissement. L'une des principales raisons pour lesquelles ces planètes n'abritent pas de vie, c'est qu'il n'y a pas de réactivité géochimique, car il n'y a pas de subduction tectonique. Et cela nous amène à la Lune. Oui, la Lune. Affirmer que la Lune assure notre survie te semblera peut-être bien capillotracté. Mais la contribution de la Lune à la vie sur Terre est essentielle. Tout d'abord, la gravité de la Lune, lorsqu'elle se déplace dans l'espace avec la Terre, ne fait pas que provoquer le flux et le reflux des marées océaniques. Elle aide aussi la Terre dans sa rotation à remuer le magma qui se trouve en son sein. Le mouvement du magma à l'intérieur de la Terre, avec sa forte teneur en métaux, contribue au renouvellement de la magnétosphère de la Terre. La Lune nous protège donc dans l'espace en faisant de notre planète une géodynamo, génératrice de magnétisme. La Lune est le plus gros satellite du système solaire par rapport à la taille de la planète autour de laquelle elle orbite. De nombreuses personnes considèrent que le couple Terre-Lune est un système de planètes doubles, mais ça, c'est un autre sujet. Une autre chose que fait la Lune pour préserver la vie sur Terre est de maintenir la stabilité de notre cher globe. Comme la Lune est en état de verrouillage gravitationnel par rapport à la Terre, elle agit un peu comme la perche d'un équilibriste. Par conséquent, la Terre n'oscille pas beaucoup comparée aux autres planètes. Cette oscillation est appelée libration. Si la Terre oscillait autant que Mars ou Saturne, non seulement notre météo serait complètement chaotique, mais l'agriculture serait peut-être impossible. Ces circonstances astronomiques rares, ou peut-être uniques, se conjuguent pour rendre la Terre habitable pour l'humanité. Il y a de nombreux autres facteurs non astronomiques, comme les facteurs évolutifs, biologiques et chimiques nécessaires à l'existence de la vie sur Terre. Les probabilités, ou improbabilités, se multiplient. Tout bien considéré, nous avons beaucoup de chance d'être ici. En fait, nous sommes tellement chanceux que nous avons peut-être touché le jackpot. En considérant tout cela, il semble extrêmement incertain que cette perfection se répète ailleurs dans l'univers.